Bienvenue Michel-Édouard Leclerc. Bonjour et bienvenue. Je vous présente la public et la bande de la Grande Galerie francophone. Première question, c'est un rituel pour démarrer l'émission. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, Michel-Édouard Leclerc ? Du plaisir, du bonheur, des rencontres, sortir de sa gangue, c'est là où il y a le plus de diversité, d'expression de caractère. Il y a des gens allumés, il y a des gens rationnels. J'aime les gens dans leur diversité. Quand on vous a demandé quelles sont les œuvres qui vous accompagnent, celles qui vous ont porté, qui vous ont inspiré, vous avez immédiatement cité, non pas une œuvre, mais une école. Une école, celle de Pont-Aven, c'est en Bretagne, c'est près de Concarneau, c'est tout près de chez vous. C'est une école dont on va voir l'un des illustres représentants. On est à la fin du 19e siècle, Gauguin, un moulin à Pont-Aven. Ouais, c'est magnifique. Regardez, ça s'appelle du japonisme, hein. C'est des aplats de couleurs. Il n'y a pas tellement de relief. Le relief n'est que par la succession des aplats. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est que d'abord, on est dans un monde rural. Il y a des conserveries de sardines, il y a une petite industrie. Et il y a beaucoup de prolétaires, hein, dans le monde de la sardine. Il y a une révolte des sardinières partout sur le littoral breton. Mais les villageois, pour compléter leurs revenus, invitaient des artistes, avaient des chambres pour les artistes. Je pense que c'est assez unique en Europe. Oui. Et donc, pour le coucher et le couvert, des artistes descendaient du Danemark, de Norvège, de Paris. Et après, les galéristes venaient chiner chez les villageois pour voir quels étaient ces grands artistes. C'est génial parce que là, c'est un Gauguin qui est lumineux. Je ne vais pas insulter votre région, la Bretagne, mais c'est la Bretagne... Bon, il a ensoleillé tous ces tableaux, Gauguin, mais on l'associe davantage à Tahiti, à la Polynésie, aux Marquises. Oui, mais en Bretagne, on a toutes sortes de beau temps et au moins une fois par jour, on a ça. Et donc, vous racontiez donc, l'école de Pont-Aven et quelques-uns de ses représentants. Et cette histoire donc, de la fin du 19e siècle, elle a une suite aujourd'hui. Oui, en fait, bien sûr, de riches bourgeois, des grands galéristes vont découvrir le talent qu'il y a derrière ces maisons rurales. Et donc, ils ont constitué des collections que nous, on redécouvre après. Et 50 ans, 60 ans après, un photographe du journal Ouest France, fasciné par ça, par ce monde rural qui joue ensemble dans le domaine de l'art. Il décide, dans le petit village d'à côté de là où j'habite, qui s'appelle Nizon, et il propose à tous les gens du village de faire la même chose, mais à la Warhol, c'est-à-dire de travailler sur la représentation de leur métier de manière iconique, vous savez, un peu en négatif coloré. Donc la boulangère, le boulanger, tout le monde se prend le jour du mariage, mais aussi quand on va charruer les champs. Et donc, ça donne une collection aujourd'hui qui est collective, qui n'appartient à personne, qui a été exposée à l'Alliance française à New York, qui parcourt le monde. Et moi, je trouve ça, c'est des aventures géniales, quoi. Et quel a été l'itinéraire du passionné d'art que vous êtes ? Alors moi, c'est la bande dessinée qui m'a sorti de mon cocon. J'ai une culture classique et je suis devenu un fan de bande dessinée et surtout un militant parce que les pouvoirs publics, le ministère de la Culture n'ont jamais soutenu cet art. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Par exemple, les FRAC, les fonds régionaux d'action culturelle, ça n'achète pas des planches de bande dessinée. Et donc, beaucoup d'artistes ont vécu sans le sou. Et moi, j'ai amené les Centres Leclerc à sponsoriser Angoulême, le festival. Et donc, j'ai collectionné, je leur ai acheté des planches. On va en parler d'ailleurs, parce que ce qui est assez génial, c'est que donc, vous lancez une maison d'édition, vous avez créé Mel Publisher. Je viens de l'épicerie. Hein. Vous venez de l'épicerie, mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi, alors non seulement un passionné, mais aussi un passeur, parce que vous adorez la BD d'anticipation. Vous avez fait des interviews d'Enki Bilal qui ferait rougir des journalistes. Vous avez interviewé Catherine Meurice, par exemple. Et c'est assez incroyable, en fait, cette passion pour les BD et toutes les formes de BD jusqu'au manga. Et on va avoir l'occasion d'en parler avec vous, Michel-Édouard Leclerc. Mais d'abord, tout de suite, la claque de la semaine.
Et on démarre la claque de la semaine, comme d'habitude, avec toi, Nathalie. Volontiers. On change d'art, mais je suis assez certaine que vous aimez cet art. On va parler de street art. Donc, évidemment, on connaît plusieurs types de street art. Ça peut être des portraits monumentaux, comme ici, Leonard Cohen, justement, qui est à Montréal. Ça peut être des fresques qui sont plus graphiques. Le mur de Berlin, par exemple, qui est un excellent canevas pour ça, avec Keith Haring aussi, qui est évidemment une figure incontournable. Les messages politiques avec Banksy. Je vous amène ailleurs. Nous allons faire dans la dentelle, mais vraiment littéralement, avec l'artiste polonaise Ness Spoon. Regardez ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle sublime les façades avec des œuvres monumentales de dentelle qu'elle réalise soit Ça, à la c'est peinture. dans la rue. Ouais, elle peint sur des murs, sur des bâtiments, sur des ponts. C'est fait avec soit du pochoir, soit de la peinture. Et ce que je trouve fondamentalement intéressant dans sa démarche, c'est que, au-delà de l'esthétisme, en fait, c'est qu'il y a toute une réflexion aussi patrimoniale dans son travail, puisqu'elle étudie l'histoire locale. Elle rencontre les dentelières locales également, afin d'injecter justement une partie historique dans son travail. On le sait, la dentelle, un art très ancien qui date du 16e siècle, qui se perd aussi également. Donc, c'est comme si ça, si elle injectait un peu d'histoire sur les murs. Son art fleurit, bien sûr, partout à travers le monde, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, en France, en Inde, en Pologne. Donc, Ness Spoon. Et en Bretagne, évidemment, puisque la dentelle est quand même un art breton. Arabelle, ta claque de la semaine? Moi, ma claque de la semaine, c'est l'exposition de Prune Nourri, une artiste française qui expose en ce moment au Macal, qui est le musée d'art contemporain de Marrakech. Alors cette œuvre, c'est une sorte de mémorial en argile qui s'appelle Statues Also Breathe, ce qui veut dire les statues respirent également. La terre, c'est quelque chose qui est très important dans son travail. Ça fait référence pour elle, évidemment, au corps féminin et à la mémoire collective. Ça s'inspire d'une histoire absolument tragique dont vous vous souvenez peut-être en 2014. Au Nigeria, le groupe Boko Haram kidnappe 276 jeunes filles dans la commune de Chibok. On s'en souvient bien sûr. À l'époque, le monde évidemment est très ému et puis on a oublié. Prune Nourri est allée à la rencontre des familles de ces jeunes filles. Elle leur a demandé des photographies qui datent de l'époque où elles ont été kidnappées. Et elle a recréé les visages pour redonner évidemment un visage à ces jeunes filles dont on ne parle plus. Elle a recréé des sculptures qui sont toutes différenciées. Elle a fait ça avec des artisanes du Nigeria et dans le style d'une sculpture qui s'appelle la sculpture d'Ifé, qui date du XIIe siècle au Nigeria, qui est très caractéristique parce qu'elle est d'abord hyper réaliste et qu'on voit en plus sur les visages des scarifications. Autrefois, elles étaient en bronze et en bois, évidemment pas en terre. Elle les fait ici en argile et donc elle crée une sorte d'armée silencieuse de 108 visages pour qu'on n'oublie pas ces jeunes filles, pour que, d'abord c'est un travail collectif qui est magnifique, pour qu'on n'oublie pas et qu'on ne s'habitue pas à la violence surtout. Donc elle leur redonne vie. C'est une exposition qui est très, très émouvante, que je trouve magnifique. Et Prune Nourri qu'on recevra bientôt dans la grande galerie francophone. Un commentaire, Michel-Édouard Leclerc. Je trouve ça très émouvant et politiquement très fort, oui. Lauriane? Non, mais je suis encore émue, mais on va essayer de passer à ma claque de la semaine. Je vous emmène cette fois-ci à Villeurbanne, à la MLIS. Enfin, en tout cas, c'est l'acronyme qu'on donne quand on est Villeurbanais pour la Maison du Livre, de l'Image et du Son. C'est un endroit où j'ai passé toute mon enfance et où j'ai appris l'amour de la lecture et aussi de l'art, puisque au sous-sol, il y a tout un espace d'exposition. Et en ce moment, on peut retrouver Delphine Dénéraz. C'est une jeune artiste trentenaire, originaire du Vaucluse, qui a été diplômée dans les arts textiles à la Cambre. Et en fait, elle redonne justement, et tu en parlais tout à l'heure Nathalie, une place particulière au textile et aux arts textiles, qui sont des arts plutôt dits féminins et qui sont souvent plutôt relégués à l'artisanat et pas à l'art. Elle a imaginé du coup à la MLIS, la Maison du Livre, de l'Image et du Son, le vernissage avait lieu le 26 février dernier, une exposition qui s'appelle Delphenland, et c'est une sorte de vrai faux paradis parc d'attractions, qui est en fait une critique du capitalisme tardif. Je vous invite vraiment à aller le voir. Ça fait écho d'ailleurs à ce qui se passe en ce moment avec la fête du livre jeunesse à Villeurbanne, qui sera du 22 au 26 avril. Merci Lauriane. Pour la critique du capitalisme tardif, vous n'êtes pas concerné. Je m'en échappe. Non, mais en l'occurrence, vous avez déjà pensé, parce que
on peut dire les choses franchement, vous êtes un amoureux du beau, il n'y a rien de plus laid qu'un hypermarché. Offrir les murs d'un hypermarché à des artistes, par exemple, pour qu'ils le peignent comme le font les artistes du street art ou d'autres. J'ai hélas fait partie d'une génération dans l'après 68. Je suis pas un 68ard, je suis arrivé juste après. Et hélas, la culture un peu idéologique trouvait que le beau était une valeur bourgeoise. Et donc, toutes ces figurations libres, une partie d'ailleurs du monde du graffiti et du street art évacuait le beau. Enfin, et aujourd'hui, je me retrouve au contraire une âme plus révolutionnaire. Je veux démontrer que le beau est une aspiration humaine et qu'elle nous soude. Et donc, c'est vrai. Il y a des beaux, il n'y a pas le beau, mais... Et donc il pourrait y avoir des artistes ou des expositions dans vos supermarchés. Oui, on le fait. Je ne veux pas en faire un axe publicitaire. Hein, on a des espaces culturels dans lesquels les d'ailleurs, artistes sont vous invités. êtes parmi les grands hypermarchés à avoir les premiers créé des espaces culturels. Pour faire venir des artistes, rencontrer leur public. On a un festival qui s'appelle Culturissimo. En attendant qu'on puisse peindre sur vos murs. Mais ça, c'est une autre histoire, Michel-Édouard Leclerc. Margot ? Moi, j'ai une claque très poétique. Cette semaine, je voulais vous parler de Xavier Veillant, un artiste plasticien que j'aime beaucoup, connu dans le monde entier, représenté par la Galerie Perrotin. Et il m'a fait rêver tout l'hiver avec son transatlantique studio. Je vous pitch son projet. Il a rendez-vous au Brésil avec sa galerie pour exposer de nouvelles œuvres. Et il se dit, tiens, je vais y aller en bateau. Pourquoi pas ? Et donc le voilà parti pour une vraie transat d'1 mois, pendant laquelle il va créer les œuvres qu'il est censé exposer à l'arrivée. Ça a donné des images extraordinaires. Et puis c'est un processus de création un peu rocambolesque, parce que entre hissage de voile, récurage de pont et épluchage de légumes, parce que c'est ça la vie sur un bateau, il va sculpter sans discontinuer sur des machines qu'il a créées pour l'occasion, jusqu'à avoir toutes les œuvres qu'il va pouvoir exposer à l'arrivée. C'est génial. Ça fait rêver parce que pas de raison de se cantonner aux 4 murs d'un studio quand on peut créer comme ça à l'air libre et sans frontières. Et puis en plus, ça nous fait réfléchir sur l'empreinte carbone du transport d'œuvres d'art. Donc ça manque pas de panache, je trouve. Et c'est un immense ça se trouve, artiste. ça se trouve sur l'Instagram de Xavier Veillant, tout simplement. Vous pouvez aller voir les œuvres. Merci. Charlie, qu'est-ce que ça t'inspire Moi, j'adore la mer, de toute façon. Je trouve ça extrêmement fascinant. Et ça me fait penser à, je pense comme ça, à cette pièce extraite des Miroirs de Ravel qui s'appelle Une barque sur l'océan. Je trouve ça assez beau, l'image de l'océan qui est infini et cette petite barque perdue au milieu qui tente d'aller quelque part. Et si vous avez vu le film Call Me By Your Name, ça illustre une des scènes. Alors, j'ai essayé de me rappeler, ça fait un truc un peu comme ça. Comme ça dans ses couleurs. Merci Charlie. Et bravo Michel-Édouard Leclerc, vous avez créé une fondation, Édouard et Hélène Leclerc, c'était il y a une dizaine d'années, c'est à Landerneau en Bretagne, et vous y avez organisé des expositions importantes consacrées à Picasso, au photographe Henri Cartier-Bresson, et vous dites vouloir rendre la culture accessible à tous. C'est quasiment un programme politique, mais ça passe par quoi ? Oui, concrètement, je combats cette distinction privé-public. Je pense qu'on peut être citoyen et entrepreneur de l'art, on peut être du secteur privé et avoir le sens d'une mission publique. Donc on a créé une fondation où j'ai rajouté le nom de ma mère, parce que dans le succès commercial de Leclerc, c'est mon père qui apparaît, mais c'est ma mère qui tenait quand même le... Vous savez, il n'y a pas droit des lions, il n'y a que des lionnes. Hein. Et donc... par devoir filial, par amour. Donc on a créé cette fondation à son nom. C'est elle qui m'a beaucoup éveillé à l'art. Mes sœurs aussi. C'est un lieu de médiation, un ancien couvent capucin, donc très fruste, comme les franciscains. Il n'y a pas beaucoup de décors. Et ça avait été couvert de béton. Sobriété. Ça avait été malmené depuis la Révolution. On l'a ouvert. On a fait venir des très grands artistes. Par exemple, dans notre ville de 18 000 habitants, on a fait venir 150 000 visiteurs pour venir voir Henry Moore. Et Henry Moore, pour les anglo-saxons, c'est le Rodin d'ailleurs. Jamais le Centre Pompidou n'avait montré Henry Moore. La fondation... 200 000 personnes étaient venues voir l'expo Picasso. Oui, c'est incroyable. 100 000 pour Cartier-Bresson.
Ouais, on a présenté beaucoup d'œuvres de bande dessinée, de Enki Bilal, Oui. de On a reçu dans cette Lorenzo émission. Mattotti aussi. Lorenzo Mattotti. Vous C'est à la- adorez la BD d'anticipation d'ailleurs. Ouais. Oui, j'aime beaucoup Et puis en Argentine, toute l'école de Brescia, ce sont des latinos. Ils ont beaucoup influencé le renouveau des années 2000, quoi, Oui. dans la bande dessinée. Dans le franco-belge, tout le monde connaît Franquin, Hergé, Tintin, la bande dessinée de héros, la bande dessinée populaire. Tiens, regardez, vous passez des images de Bécassine. Vous voyez, Hergé, quand il va créer Tintin, il va s'inspirer de cette forme ronde du visage de Bécassine. Ah oui. Et Bécassine, c'est pas n'importe qui. C'est la représentation de la petite Bretonne qui allait à Paris pour gagner des sous, comme plus tard la Portugaise qui va aller faire des ménages à Paris. Et donc c'est à la fois la prolétaire rurale bretonne, et c'est en même temps notre héroïne. Tout le monde dit qu'elle est bête, tout le monde dit qu'elle ne sait rien faire. Les enfants l'ont chanté. Et tous les enfants l'ont chanté. Et en fait, c'est notre héroïne. Elle s'est émancipée. Elle a émancipé l'image de la femme en Bretagne, quoi. C'est notre Vous voyez, cousine à tous, Ouais, voilà. Bécassine. Nous Bécassine. sommes tous Bécassine. Votre prochaine exposition, celle du Fonds Hélène et Édouard Leclerc, sera consacrée à Andy Warhol. Elle va ouvrir ses portes avec les beaux jours le 6 juin prochain. Pourquoi Warhol, Michel-Édouard Leclerc? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Eh bien, pendant longtemps, je n'ai pas compris cet art de la reproduction de portraits, d'objets, cette déclinaison un peu industrielle de ce qui n'était plus une œuvre unique. Et j'ai découvert que cet homme, qui avait des nuits improbables, dont on n'oserait plus parler aujourd'hui, Non. à l'époque de Mapplethorpe Aussi. et tout ça, il vivait avec sa vieille maman, elle n'a pas toujours été vieille, il vivait avec sa maman, il a vieilli avec elle, et il allait dans une église à Pittsburgh qui était orthodoxe, et donc il avait une fascination pour les icônes, et du coup on comprend mieux comment cet homme qui avait à la fois une vie complètement libre et dissolue, comme Gauguin aussi, Oui. d'une autre Comme manière, beaucoup d'artistes. en fait était travaillé par une sorte de mysticisme de la représentation. Et vous verrez à Landerneau ses autoportraits. Ça va être une exposition formidable. Vous allez voir les portraits de Brigitte Bardot par Warhol, bien sûr Jackie Kennedy, tout ça, mais des autoportraits. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'avait pas peur de se dire, il était publicitaire, et il était publicitaire c'est pour ça des qui est paradoxal. pour des marchands comme moi. Oui, Enfin, et pour des marques que et vous pour des vendez. marques, En plus, ouais. c'est ça qui est assez drôle, c'est que la grande distribution, c'est par définition, c'est un monde de marques, et c'est assez étonnant, paradoxal peut-être, en tout cas provocateur, d'exposer l'artiste avec un A majuscule qui a détourné ses produits de grande distribution, la Coca-Cola, sauce tomate, les Heinz, sauces ouais. Campbell. Ouais. Et Et donc, c'est quand même une critique de la société de consommation. oui. Alors justement, oui, comment est-ce que vous expliquez le C'est- paradoxe? Je sais, idéologiquement, on a envie de dire que c'est une critique, mais je pense qu'il y prenait aussi du plaisir. Il avait une jouissance dans cette consommation. Il s'est auto-filmé, faire des sandwichs, manger des sandwichs. Quand vous allez au musée, à la À Fondation des Warhol plans à fixes, Pittsburgh, un quart d'heure, en pendant train un de quart manger d'heure, un vous le voyez burger. manger un burger. Je pense quoi. qu'il avait Ouais. compris le pouvoir de la publicité aussi sur cette société qui avait envie de consommer après la guerre. Vous êtes rêvé, Michel-Édouard Leclerc, en Corto Maltese, Oui. Ouais, Hugo ouais. Pratt. Ouais. Alors c'est Vous un vous identifiez? C'est comme Tintin, c'est un mec assez froid. Il est plus sexué, donc c'est déjà plus sympa. Mais Faites non, voir votre main, ce est-ce qui que est- vous avez une ligne de chance? Lui J'ai- n'en a ouais, pas, si, il si. se l'est créé lui-même. Mais non, ce que je trouve formidable chez Hugo Pratt, c'est cette espèce de traversée du temps, de traverser des révolutions, traverser des espaces. L'arrière-fond historique. Et alors, lui, il est neutre, il n'impacte pas l'histoire. Ouais. C'est pas un homme d'action. Mais en fait, il nous fait découvrir les autres peuples. Et alors, vous regarderez dans les Celtiques, il y a une photo d'une femme qui vous ressemble un peu, avec des cheveux comme ça. Et elle dit, cette femme, et j'en suis amoureux, et elle dit tant qu'on se souviendra de nous dans les Bretagnes, il y aura toujours une espérance de vie. J'adore. C'est pas mot pour mot. Non, mais c'est une belle citation. C'est une très belle citation que j'ai mis dans mon bureau aussi. Transition de Corto Maltese à la présidence. Est-ce que vous vous êtes déjà rêvé président de la République? Eh ben non, pas du tout, pas du tout. Je pense Pas de que révélation sur ce j'ai plateau? pas, ça me fait Pas de révélation, même si C'est tout le monde ça, essaie un de petit vous le primaire, faire, on est de vous le entre faire nous. dire.
Non, j'ai très peur. Je reviens des États-Unis là pour l'exposition Warhol. J'ai vu les gens que j'aimais bien qui en 2 ans, je les ai vus s'auto-censurer. On peut plus parler. Il y a plus d'humour. Il y a plus. On peut pas parler politique. Tout de suite, on vous demande de vous taire. On vous fait comprendre et tout ça. Et ça me fait très peur. Ils sont proches de la guerre civile dans certains endroits. Et donc, moi, ça me fait peur. Et en fait, je vais dire un truc un peu solennel, peut-être un peu con comme ça, mais je pense qu'il faut que je me mette tout de suite du côté des gens qui pensent qu'on peut sauver la mise, quoi. Mais Et la donc, c'est une culture- offre de service sincère. Je joue pas avec les sondages d'opinion. J'ai la chance d'avoir une certaine notoriété, popularité par les magasins. Popularité Ministre dans un- extraordinaire Et pour un donc, je grand veux patron. dire aux gens qui si un jour il y a du grabuge, quoi, qu'il faudra se retrouver peut-être un corps central pour essayer de pacifier tout ça, quoi. Arabelle, on va revenir du Par rapport côté à la bande privé. dessinée. Vous êtes un des plus grands collectionneurs au monde de bandes dessinées originales. Vous avez 8000 pièces environ dans votre collection, si je ne me trompe pas. Il y a 65% à peu près qui seraient franco-belges. Et Oui. le reste Oui. serait divisé entre peut-être des comics américains et du manga japonais. Oui. Alors, question atroce. Si je vous demandais quelle est, en ce moment en tout cas, votre bande dessinée préférée et celle qui vous donne le plus d'émotion aujourd'hui, vous me diriez laquelle et pourquoi? Ah non, je saurais pas. Le dernier coup de cœur. Non, je saurais pas répondre à ça parce que j'adore Johann Sfar, là, le chat du rabbin. Il est génial. Alors après, Johann aussi, il pisse de la copie après, parce qu'il Et il est graphomane, ou je sais pas comment on il dit est ça. pour quand on graphomane, il est dessine. militant, il veut ne pas se laisser enfermer dans ses origines. Et dans une identité. Il est biblique aussi, il est biblique. Mais regardez, c'est magnifique, c'est des traits très simple et en même temps c'est plein d'émotions. J'aime beaucoup Sfar. J'aime beaucoup Blin. Blin, il s'amuse. Blin fait avec Jean Covici, il fait le grand bouquin à 1 million d'exemplaires sur l'écologie. Ouais. Et en même temps, il va faire un bouquin avec la BRI pour suivre nos militaires quand ils vont sauver des otages, des femmes battues et tout ça. Ou sur le Quai d'Orsay. Ouais. Et Quai d'Orsay, ouais, Quai d'Orsay qui était absolument un extraordinaire. Villepin plus vrai que Plus vrai. Villepin Quoi. que Villepin. Et donc, Villepin m'a dit lui-même que ça le marque, ça l'influence. Donc, à un moment donné, il prend des attitudes de quand Blin le dessine. Donc, c'est assez marrant. Ah, c'est donc ça l'explication. ouais. Tout s'explique par la BD. Lauriane. Non, mais en fait, moi, je me posais une question qui était peut-être un peu plus légère par rapport à tout à l'heure. C'est quand est-ce que vous avez le temps de lire de la bande dessinée, de découvrir de la bande dessinée? J'essaye d'imaginer votre semaine, à quelle heure vous vous levez et quelle place ça occupe concrètement, d'un point de vue temporaire, dans votre vie. Alors, j'ai le temps de ne rien faire, c'est-à-dire que je dors mal. Je m'oblige quand même à 2 heures de salle de sport par jour. Ça, c'est l'âge. Je sais que j'ai moins de métabolisme. Alors, si je veux que le cerveau et tout ça, ça 2 heures, fonctionne, c'est pas mal. Vélo elliptique, natation. Et l'été, la mer, même un joli 17 castrateurs, ça donne de l'énergie sur la plage. Mais autrement, je lis peut-être 3-4 heures par jour. C'est-à-dire que je fais un choix de ne pas me laisser dominer par l'écran. Et j'aime l'écran, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'entretiens une relation avec beaucoup d'artistes, mais aussi... Il y a des moments où on se demande si vous ne vivez pas dans un écran d'ailleurs, quand on allume sa télé ou quand Oui, on regarde son téléphone portable. C'est un danger de se... Parce que je me donne. Après, je suis en train de découvrir que des choses peuvent se retourner contre nous. Par exemple, quelque chose dit avec humour, écrit avec l'IA en dessous, Leclerc 2 points, ça dit un truc sans le sourire et là on se fait piéger. Donc là maintenant je fais plus gaffe. Mais vous avez eu une très belle réponse à cette phrase, à cette question que vous posez, Lauriane. Ma vie est une bande dessinée dans laquelle les cases s'ajoutent au fur et à mesure. Ouais. Je pète un peu les cases aussi. Ouais. C'est vrai, vous pétez parfois les cases, mais elle serait dessinée par qui cette BD ? Tout à l'heure, je nous voyais avec Blin là, sur les images. Ce serait pas mal. J'aime bien Maurice, j'aime bien Catel. Je ne sais pas si vous connaissez Catel. C'est une autrice. Oui, une jeune autrice.
qui refait la biographie de femmes qu'on a oubliées, des grands artistes, des peintres. Je trouve qu'elle dessine bien. Elle est Elle doit venir extrêmement de chez douée moi, mais- et talentueuse. Ouais. Mais on va parler d'une expo d'ailleurs, Nathalie. Exactement, parce que vous êtes un grand collectionneur, mais vous êtes également un grand seigneur, puisque vous partagez vos œuvres à certains musées du monde. En 2024, avec Pompidou, avec l'exposition La BD à tous les étages. Et en effet, en ce moment même, ça se passe dans le musée de Grenoble. Bon, c'est pas très loin de la Normandie et de la Bretagne. Et avec l'exposition qui s'appelle Épopée graphique, où vous avez partagé 400 planches. Et ça ne doit pas être évident de l'imaginer, cette exposition. Comment vous avez choisi l'accrochage? Est-ce que c'est avec le fil narratif et la popularité des personnages ou c'est plus un parti pris graphique? Alors, à Pompidou, il y a eu 2 femmes commissaires qui voulaient redonner aussi aux femmes autrices une grande place. Donc, dans l'histoire de la bande dessinée, elles ont mis en avant des créations plus récentes, puisqu'il y avait moins de femmes au départ. La bande dessinée, C'était un monde de mecs. Hein. c'était un monde de petits garçons. Et donc, à Grenoble, donc là, c'est le maire, un conservateur qui s'appelle Gocalp, et puis un copain à moi, qui est fondateur de la maison d'édition qui fait des estampes, Lucas Huro. On a choisi là plutôt des thèmes, mais dans l'histoire de la bande dessinée. Donc, on a tout mis. Du cul, des revolvers, de l'aventure. Liberté totale. Non, en québécois, ça huc peut-être. Je sais pas. Non, on peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. Oui, on a le On droit. peut le dire.